Il est 8h14 sur LCI, très précisément. Mes débatteurs du jour, c'est Céline Pic, porte-parole d'Oser le féminisme, et Stanislas Godon. Vous êtes chargé de la sécurité publique au sein du syndicat policier Alliance. Merci à tous les deux d'être avec nous. On va revenir sur cette loi sur le harcèlement de rue. Un an après avoir adopté cette loi, les forces de l'ordre ont distribué 713 amendes pour outrage sexiste dans la rue ou dans les transports. Une avancée symbolique, mais que vous, les associations féministes, vous jugez insuffisante. Ça fait quand même 2 contraventions par jour. 2 contraventions par jour, alors que selon un rapport du HCE en 2015, 100% par exemple des femmes en Île-de-France ont rapporté soit des comportements sexistes, donc qualifiés d'outrage sexiste, soit des agressions, soit du harcèlement sexuel dans les transports et dans l'espace public. Donc sur ces 713 contraventions, c'est bien entendu essentiellement des contraventions en flagrant délit. Donc c'est bien en deçà de la réalité du phénomène et à la réalité des violences subies par les femmes dans l'espace public. Ce n'est que le petit bout qui a été pris en flagrant délit, c'est-à-dire les agresseurs qui se permettent d'avoir ces comportements sexistes en présence des forces de l'ordre. Stanislas Godon, c'est ça le problème, c'est cette notion de flagrant délit qui doit être prise en compte? Bien sûr. D'ailleurs, nous l'avions dit lors des débats parlementaires, nous avions émis beaucoup de réserves sur cette contravention qui réprime en fait l'outrage sexiste, puisque nous avions bien évidemment dit que ça ne pouvait se faire que dans le cadre du flagrant délit, parce que dans l'autre cadre, il faudrait avoir des dépôts de plainte, avoir une procédure, et à l'heure d'aujourd'hui où je vous parle, je peux vous dire que les collègues en investigation, ils en ont jusque-là des dossiers par-dessus la tête, et que la procédure pénale n'est toujours pas simplifiée. Donc quand on parle de simplification, et notamment de délits, ou parfois d'amendes forfaitaires délictuelles pour certains délits, ça a été le cas pour les stupéfiants par exemple, c'est vrai que ça a été des pistes qui n'ont pas été évoquées, et là pour l'instant nous sommes malheureusement privés aussi de moyens, et donc on ne peut faire que des constats en flagrant délit, et je peux comprendre votre déception effectivement de ne pas avoir cette répression à la hauteur des infractions commises. Ma déception est, je pense, d'autant plus grande qu'il y a eu aussi une dérive par rapport à cette loi extrêmement grave, c'est-à-dire qu'il y a eu aussi un certain nombre de déqualifications, d'agressions sexuelles en outrage sexiste. Ça a été, les associations féministes, et en particulier l'association contre les violences faites aux femmes au travail, la VFT, avait prévenu le secrétariat d'État à l'égalité femmes-hommes et Marlène Schiappa que, comme vous le dites, les forces de l'ordre, la justice sont submergées par le nombre de plaintes. Je vous rappelle que les agressions sexuelles, on parle de centaines de milliers de cas chaque année, et donc on a la tendance pour les juges de classer les affaires rapidement ou de traiter les affaires rapidement, de déqualifier. Et donc par exemple, une des premières verbalisations qui a été médiatisée juste après le vote de la loi, c'était un patron qui était dans l'ascenseur de son entreprise et qui a agressé sexuellement son employé à l'intérieur de l'ascenseur de son entreprise. Donc c'est bien une agression sexuelle, punissable jusqu'à 5 ans de prison d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Et puis, ça nécessite, c'est un délit, et ça nécessite un procès. Le parquet de Lyon a jugé bon de déqualifier, et le patron a reçu une amende. Et pourquoi, selon vous? Parce qu'ils ont trop de dossiers à gérer? Je pense qu'il avait trop de dossiers et que c'est une brèche. On voit bien que c'est la même chose pour le viol, qui est souvent déqualifié en agression sexuelle. Et on avait prévenu effectivement le secrétariat d'État que c'était un risque de voir des agressions sexuelles. Donc je rappelle, 5 ans d'emprisonnement dans le cas du patron, c'est extrêmement grave. L'employé a même perdu son emploi parce qu'elle était en période d'essai, etc. Et j'aimerais bien savoir par exemple, et ça on ne peut pas le savoir avec ce chiffre de 713, combien parmi ces 713 sont des agressions sexuelles qui ont été déqualifiées en simple amende. Et ça c'est réellement problématique parce que ça va même à l'encontre du but recherché, parce que ça donne finalement un sentiment d'impunité pour les agresseurs. Si ils peuvent agresser sexuellement, c'est-à-dire vraiment avoir un contact physique avec les parties sexuelles d'une femme et s'en sortir avec une simple contravention, c'est un très mauvais signal. Mais pour vous, cette loi Schiappa, c'est quoi maintenant? Si on fait le bilan, c'est un coup de com' ou quand même ça a été utile? Alors, dans cette loi Schiappa, il y avait aussi plein d'autres choses. On parle beaucoup de l'outrage sexiste. Je pense que l'outrage sexiste a quand même peut-être l'avantage effectivement de définir ce que la société veut. Donc il y a un côté pédagogique à cette loi, clairement. Pédagogique, ça veut dire que l'État, la loi reconnaît que les comportements sexistes, les insultes sexistes ne sont pas acceptables dans notre société. On voit bien qu'elle est difficile à appliquer, et puis surtout, il faut absolument revenir sur sa rédaction pour empêcher explicitement dans la rédaction de la loi, et ça Marlène Schiappa l'avait promis au mois de novembre 2018, de revenir sur la rédaction
rédaction de la loi pour empêcher les déqualifications et que l'outrage sexiste soit réellement un outrage sexiste et pas un outil pour juger des agressions sexuelles. Alors justement, si on vient dans le fond de ce texte, il vise à pénaliser les propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste lorsqu'ils sont dégradants, humiliants, intimidants, hostiles ou offensants. Est-ce que c'est difficile à mettre en place aussi pour vous, policiers? Comment est-ce qu'on juge un regard déplacé? Comment vous faites en fait au quotidien? C'est bien ça la difficulté, c'est qu'en fait ça laissait je dirais l'appréciation aux forces de sécurité, à mes collègues de terrain, d'apprécier effectivement les propos qui ont été tenus. Plus la difficulté est d'être en flagrant délit, c'est-à-dire d'avoir des personnes qui se comportent de la sorte, mais en présence des forces de sécurité. Et vous le savez, on peut pas mettre un policier à chaque coin de rue, ça c'est pas possible. À l'heure où on est engagé sur tous les fronts, je le rappelle quand même, et les 8 mois qu'on vient de passer, notamment en maintien de l'ordre très compliqué, la lutte contre le terrorisme qui n'a pas baissé, puisqu'il y a toujours une menace qui est en cours, la sécurisation, et puis là il y a aussi toutes les manifestations festives. On a le G7 là qui vient d'arriver, qui va mobiliser énormément de forces de sécurité. Donc c'est très compliqué de mettre en place, même si ça a comblé, vous le disiez, une zone grise qui n'existait pas sur ce qui est fait dans les lieux publics ou privés d'ailleurs. Mais donc vous dites quoi? On n'a pas le temps de s'occuper de ça finalement? C'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est qu'il faut être au bon endroit au bon moment. C'est ça la difficulté, puisque là, pour l'instant, on ne peut le traiter qu'en dans le cadre du flagrant délit. Sinon, ça devient un dépôt de plainte, une procédure, et là, on entre dans autre chose. Et vous avez raison, il ne faut pas que cette zone grise qui a été comblée soit dénaturée et qu'on aille sur le terrain, notamment des agressions sexuelles, qui là sont d'un tout autre genre. Ce sont des délits et il faut les traiter comme des délits d'ailleurs. Est-ce que ça passe pas aussi par une forme de prévention dès le plus jeune âge, la maternelle, la primaire? Est-ce qu'il y a des choses qui sont faites à ce niveau-là, à l'heure qu'il est? Alors nous militons bien sûr pour des interventions en milieu scolaire de façon généralisée, pour faire de la prévention contre les violences sexuelles, la prévention contre le sexisme, mais là aussi, rappelons quand même que le président Macron avait engagé pour son quinquennat la grande cause nationale comme étant la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Et on voit aujourd'hui qu'on n'a pas les associations qui interviennent dans les écoles pour faire cette éducation. Je pense que c'est bien sûr essentiel dans la lutte contre le sexisme. En fait, elles n'ont pas davantage de moyens et davantage de modalités pour pouvoir intervenir réellement dans les écoles. Donc je vous prends peut-être un exemple extrêmement concret, c'est que le planning familial dans un certain nombre de départements voient leur budget diminuer. Donc vraiment, on a des signaux extrêmement contradictoires avec effectivement des opérations qui sont presque des opérations de com, mais effectivement qui peuvent être positives dans le sens où elles sont normatives, c'est-à-dire qu'elles rappellent ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Mais derrière, on voit bien que, aussi bien sur le traitement policier et judiciaire, je reconnais que vous êtes extrêmement pris, mais on voit bien que la question de la lutte contre les violences sexistes et sexuelles n'est pas la priorité aujourd'hui du ministère de l'Intérieur. Et donc on a encore beaucoup, au-delà de la question de l'outrage sexiste, des agressions sexuelles ou des viols, beaucoup trop encore, soit de refus de plainte, soit des mains courantes, et ensuite beaucoup de classements sans suite. Donc vraiment, je pense que derrière ce délit d'outrage sexiste qui peut faire sens, on a derrière tout un pan de politique publique à mettre en place. Et pour ça, il faut effectivement davantage de volonté politique de tous les ministères. Et il faut également du budget pour faire cette éducation et cette formation et ces moyens pour instruire les plaintes des femmes victimes de violences. Vous dénoncez aussi un mauvais accueil dans certains commissariats. Alors, par exemple, je disais ce que certaines associations disent, on leur demande généralement quand elles vont au commissariat si elles avaient bu, ou comment elles étaient habillées, ou bien on leur dit ce n'est pas grave, elles vont s'en remettre. Est-ce qu'il faut éduquer, former en tout cas mieux les policiers à ce genre de cas de figure aussi? Alors, sur la formation continue, bien sûr, la formation continue, c'est, je dirais, le caillou dans la chaussure du ministère de l'Intérieur. Quand on sait que 50% des collègues ne peuvent même pas faire leur tir réglementaire, c'est vous dire si tout le reste, effectivement, est très compliqué à mettre en place, parce que pour partir en formation, ça veut dire que vous n'êtes pas sur le terrain. Or, vu l'engagement, le suremploi opérationnel à l'heure actuelle, ça pose un problème dans l'équation.
Après, sur l'accueil, je trouve qu'il y a des procès d'intention quand même en ce moment sur la police qui sont un peu injustes, parce que quand même les collègues font quand même très très attention. Il y a eu beaucoup d'évolutions sur le traitement notamment des femmes, pour la plupart, qui viennent déposer plainte. Les questions auxquelles elles ont l'obligation, enfin où on leur demande de répondre, c'est en fait pour fermer des portes, parce qu'il ne s'agirait pas qu'après, lorsqu'on instruit une affaire, lorsque le parquet va retenir par exemple une infraction, qu'on puisse nous opposer par exemple de la boisson, de la consommation de stupéfiants ou un univers festif qui est complètement hors de propos, et ça tout le monde sera d'accord avec le sujet. Mais pour ça il faut l'écarter. Donc c'est pour ça que mes collègues posent des questions pour avoir à charge et à décharge, mais c'est pour pas un peu fermer en fait des portes. Mais non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Il faut pas le prendre comme ça. C'est l'enquêteur, il est obligé de poser toutes les questions pour fermer des portes et en ouvrir d'autres si elles peuvent être ouvertes. Je pense pas qu'il y ait de procès d'intention qui vous est fait. Il y a une réalité. Les refus de plainte sont extrêmement nombreux et nous reviennent de façon systématique. Et il suffit d'écouter le 3919, le CFCV, les associations qui accompagnent les victimes. Il y a beaucoup de refus de plainte, ce qui est illégal, rappelons-le. Oui. Et puis, il y a aussi beaucoup de mains courantes. Donc, c'est-à-dire main courante, il ne se passe rien du tout. Ensuite, par rapport à l'accueil, je rappelle que l'agression sexuelle ou le viol ou le harcèlement doit être caractérisé par les actes de l'auteur des faits et non pas par rapport au comportement de la victime. Donc, même si vous avez bu, vous pouvez être victime de viol. Et donc, moi, je ne comprends même pas encore pourquoi on pose encore la question de l'alcool, par exemple. Parce qu'en posant la question de l'alcool, vous mettez mal à l'aise cette personne et vous lui faites comprendre qu'en fait, elle est responsable de ce qui lui arrive. Et là, c'est un système d'inversion totale. Je vous rappelle que l'agression sexuelle, c'est les faits qui sont caractérisés par les actions de l'homme qui agresse la femme, et en aucun cas, même si elle a bu, même si elle était en mini-jupe, même si elle était dans un rapport de séduction, à aucun moment ça ne doit intervenir pour dédouaner les actes de l'agresseur. Et après je voulais qu'on entende. Oui, alors c'était pas du tout mon propos. Ce que j'ai expliqué, c'était le contexte. Toute infraction, lorsqu'elle est caractérisée, il y a un contexte qui l'entoure. Et on est obligé de faire état de ce contexte. Parce que ce contexte va être évoqué forcément à un moment de la procédure. Donc c'est juste pour fermer ces portes-là. Ce n'est absolument pas pour dédouaner, diminuer l'infraction ou l'orienter dans un quelconque sens. Ce n'est pas du tout ça le propos. C'est simplement d'avoir tous les éléments constitutifs avec le contexte et l'environnement notamment de cette infraction. Mais en aucun cas il s'agit pour mes collègues de diminuer l'infraction. Lorsque quelqu'un vient déposer plainte pour un viol, on comprend bien la situation de détresse dans laquelle est cette personne. Il nous reste quelques secondes, Marie-Ève Malouine, vous intervenir. Savoir si vous avez le sentiment que les mentalités ont changé, puisque Marlène Schiappa a choisi la voie de la médiatisation, elle a mis ce sujet sur la table. On en parle beaucoup. Pour changer les états d'esprit, est-ce que vous avez l'impression que ça évolue ? Je pense qu'au-delà effectivement de la communication de Marlène Schiappa, il y a aussi bien sûr l'effet MeToo. Et je pense que ce qui est, si on revient sur la question de l'outrage sexiste et de la place dans les transports, je pense que, et aussi bien que sur les agressions sexuelles ou sur les viols, c'est la tolérance des femmes à ces violences, elle diminue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les femmes parlent davantage, témoignent davantage auprès de leur entourage. Sur les réseaux sociaux, c'est particulièrement important, et disent qu'elles ne veulent plus de ces violences et que ce qui était jusqu'à présent accepté ne l'est plus aujourd'hui. Donc là, il y a vraiment un changement par rapport à la perception qu'ont les femmes de ces violences et de dire que ça suffit. Par contre, les chiffres, eux, ne baissent pas, et ça, il y a encore du travail à faire. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'être venus ce matin répondre à nos questions sur le plateau d'LCI. Vous restez avec nous. Dans un instant, l'invité politique, c'est Emmanuel Grégoire, premier adjoint PS à la mairie de Paris. C'est dans quelques minutes après une courte page de pub. À tout de suite. Chez Connétable, nous vous donnons le meilleur de la pêche responsable. Le fait main et le fait avec le cœur. Chez Connétable, nous vous donnons le meilleur pour vous, chaque jour. Connétable, le meilleur de la mer sur terre. Craquez pour des chips avec une forme unique, parfaite pour l'apéritif. Tortilla Bowls, une nouveauté Old El Paso. Découvrez Bulle de fruits par Badois, des fruits qui pétillent de joie. Je lui ai dit à Sandrine, moi, aujourd'hui, droit dans les yeux. Je me suis fait respecter parce que sinon les gens te bouffent, tu vois. Oui. Hé, t'as une Volkswagen? T'as rien à craindre. On peut douter de tout,
mais pas de sa Volkswagen. Et pour estimer le montant de votre reprise, rendez-vous sur Volkswagen.fr. Bénéficiez des prix bas garantis sur votre assurance auto. On vous rembourse même la différence si vous trouvez moins cher ailleurs. Les Furets.com. L'essentiel de l'info avec David Desarrougeau. Et on commence avec ce bilan plutôt mitigé pour les soldes. Elle s'achève ce soir dans la plupart des régions. Mais les premières études publiées par la Chambre du commerce révèlent que les ventes sont plutôt décevantes. Par endroits, près d'une boutique sur deux a vu sa fréquentation baisser cet été. La canicule et le mouvement des Gilets jaunes ont poussé les Français à rester chez eux. Les premières conclusion, un an après l'adoption de la loi contre le harcèlement de rue, 713 contraventions ont été dressées, la plupart du temps après un flagrant délit. C'est peu, estiment les associations, trop peu comparé aux outrages et aux agressions que subissent quotidiennement de nombreuses femmes. La réponse de Donald Trump à